une évolution qui est, disons, incontestable, dans la mesure où elle s'occupe tous les domaines en fait d'activité à des niveaux différents. Elles sont dans les instances décisionnelles, même si il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, il faut dire la vérité. Mais petit à petit, quand même, on se rend compte que la femme progresse, avance. Elle aurait pu être, disons, beaucoup plus visible dans ces postes-là, mais il faut se dire qu'à l'heure actuelle, il y a encore des discriminations très importantes qui subsistent et qui font que, disons, on a quand même tendance, sans pour autant le montrer ouvertement, il y a toujours de belles paroles, il y a toujours de belles choses que les femmes sont capables, mais lorsqu'il s'agit de distribuer des postes de responsabilité et des postes de pouvoir et même de souveraineté, on se rend compte qu'elles sont toujours reléguées au second plan. Et ça, je pense que c'est un problème. Et donc cette évolution aussi est pour moi un peu, disons, ralentie par le statut que la femme a dans notre société. Il faut qu'on le reconnaisse. Ce statut tend à faire croire que la femme est quand même un peu inférieure encore à l'homme. Et ça se manifeste de plusieurs façons. Encore, on va parler peut-être des violences faites aux femmes. Et là, on se rend compte, c'est parce que justement, le statut qu'on leur donne au sein de la société permet, que ce soit le mari, que ce soit le père, que ce soit le frère, de pouvoir exercer des violences parce que pensant avoir un statut supérieur à celui de la femme. Alors, mais il y a une évolution, et quand je dis aussi que cette évolution-là, elle n'est pas normale pour moi parce qu'elle est ralentie, alors que, je prends l'exemple du Sénégal, le Sénégal a ratifié tous les instruments internationaux, régionaux, et quand je dis internationaux, j'ai beaucoup plus tendance à parler du protocole de Maputo. Et pourquoi? Parce que c'est un protocole qui a été élaboré par des États africains, donc des Africains, comme j'ai l'habitude de le dire, dans un environnement purement africain et pour la femme africaine. Donc on ne nous taxera pas de faire du mimétisme en voulant par exemple faire appliquer la CEDAW ou d'autres instruments internationaux des Nations Unies. Alors là, je pense aussi qu'il y a un problème parce que lorsque nos pays ont ratifié, et pour la plupart, le Sénégal surtout, sans réserve, ça veut dire sans dire qu'il y a quand même des dispositions qui ne sont pas en adéquation avec nos réalités socioculturelles, je pense qu'il est quand même, disons, regrettable qu'il n'y ait pas cette harmonisation et cette application stricte de ces instruments avec notre législation nationale. Et c'est là un peu où le bas blesse. Moi, quand on me parle de victoire, je me dis, bon, vous savez, les droits des femmes, ce n'est rien d'autre que des droits humains. Les droits des femmes, ce n'est rien d'autre que des droits humains. Donc, ce que nous revendiquons, c'est ce qui nous est dû en tant qu'être humain. Parce que droits humains, c'est ce qui est inhérent à la personne humaine. Et on ne peut pas nous sortir de cette catégorie-là. Donc, je pense que c'est inhérent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on se bat pour qu'on nous applique ce qui nous est dû. Et plus grande victoire, je pense que nous, au niveau de l'AJS, parce que je suis membre fondatrice de l'Association des juristes sénégalaises, et je pense que nous avons commencé. L'AJS s'est distinguée, j'étais un petit d'ailleurs, il faut rendre hommage à celles qui ont permis que cette association soit née, parce que c'est parti de 4 femmes. Il y avait Mamadou Orboy, Maïmouna Kane, Madeleine Deves et Tamaro Touré, qui ont créé l'amicale des femmes juristes. Et elles sont parties du droit. Pour justement, et du code de la famille, pour justement montrer qu'il y avait beaucoup d'inégalités à ce niveau-là. Du point de vue autorité parentale, il y avait le mari pouvait interdire à sa femme de travailler. Donc, il y avait beaucoup de choses dans le code de la famille qui n'allaient pas. Et c'est pour ça qu'elles ont créé donc cette amicale qui a pris beaucoup d'ampleur et qui est devenue donc l'association des juristes sénégalais. Et je pense qu'on a travaillé par étapes pour nos victoires. Je dirais bien nos victoires plutôt que de dire, parce que enlever
faire cesser toute discrimination est une victoire très importante. Donc, ce que nous avons pu avoir, c'est d'abord qu'au niveau du Code de la famille, que cet article 54, si j'ai bonne mémoire, disparaisse, c'est ce qui interdisait au mari, qui pouvait faire interdire le travail de la femme par le mari. Nous avons eu cette victoire de pouvoir faire en sorte que la femme puisse prendre en charge son mari et ses enfants du point de vue médical. Cette victoire concernant la pension de la veuve, cette victoire composant l'imposition de la femme, la victoire concernant la nationalité. La nationalité que la femme pouvait transmettre à son époux et à ses enfants. Il y a la loi sur la parité, bon, peut-être que elle n'est pas exhaustive, hein, la loi sur la parité, la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Il y a eu vraiment pas mal d'articles, de dispositions qui ont été changés par rapport à ça, l'entrée des femmes dans les corps de défense et de sécurité, ça c'est extraordinaire, hein, vous savez, bon, alors qu'avant c'était pas possible, parce qu'il y avait cet article 19 qui disait que le service militaire était réservé qu'aux hommes. Il a fallu tout changer tout ça pour que ça puisse se faire. Donc il y a vraiment effectivement pas mal d'avancées, hein, pas mal disons, de satisfaction que nous avons pu avoir à ce niveau-là, mais il reste encore énormément de choses à faire. Par exemple, je prendrai le problème de l'autorité parentale, je prendrai les problèmes qui concernent disons, l'indication de paternité. Il y a pas mal de problèmes qui restent encore pour lesquels nous devons encore nous battre. De sensibilisation d'abord qu'il faut faire. Il y a un problème de vulgarisation parce que le droit, je pense, gère tout le monde. Nous sommes dans un pays où on parle d'état de droit, donc le droit s'applique à tous les citoyens et les dispositions donc légales doivent s'appliquer à tous les citoyens. Ça c'est un. Mais je pense qu'il y a quand même des préalables à toute chose. Les préalables, le premier c'est l'éducation. Vous savez, il y a un problème extrêmement important au niveau de l'éducation de base, parce qu'on se rend compte qu'au niveau de l'éducation de base, même nous au départ, on ne faisait peut-être pas attention disons, continuant certains travers, à savoir dans l'éducation de la fille et du garçon, il y avait des différences. Le garçon, il ne faisait pas ça, la fille ne faisait pas ça. Et je pense qu'il faut que de plus en plus, au niveau de l'éducation de base, on fasse comprendre aussi bien aux garçons qu'à la fille, que ce sont des êtres humains, qu'ils ont les mêmes droits, que le respect doit être réciproque, qu'on soit une femme ou un homme. Alors, je pense que ça, c'est quand même extrêmement important, et cette sensibilisation-là, on doit le faire maintenant. On doit commencer à vraiment changer les méthodes d'éducation de base, parce qu'il faut faire comprendre le respect de la différence. Que les gens acceptent qu'il y ait une différence et qu'ils respectent cette différence-là et qu'ils soient conscients du fait que ce que le garçon peut faire, la fille aussi peut le faire, c'est démontré à l'heure actuelle dans de nombreux cas. Il y a un autre problème, je pense, qui est un frein. Et puis, alors, si je dis la religion, c'est pas que je mette en cause la religion, moi, personnellement. Parce que je pense que si on se réfère aux préceptes coraniques, la religion musulmane est très protectrice de la femme. Elle est très favorable à la femme. Elle les interdit, mais il y a des problèmes d'interprétation. Il y a des problèmes d'interprétation qui sont extrêmement importants et qui font que, peut-être que je pense, lorsqu'il a fallu élaborer le droit musulman, on a pris donc certains préceptes qu'on a, disons, façonnés avec les traditions pour en faire ce droit musulman-là qui, en fait, moi je pense, c'est pas ce qu'il y a dans la religion musulmane. Parce que la religion musulmane, je pourrais même dire qu'elle est très protectrice de la femme, qu'elle met la femme vraiment dans une situation d'honorabilité, dans une situation même où elle peut disons, exercer l'autorité parentale, elle peut travailler, elle
peu. Donc, c'est pas ça, pour moi, le frein, c'est l'interprétation qu'on fait de la religion qui est un problème à l'heure actuelle. Alors donc, c'est tout cet ensemble-là qui font qu'il y a vraiment un frein à cette évolution. Il y a aussi les attitudes des femmes qui se complaisent dans certaines situations et qui même disent que c'est tout à fait normal parce qu'elles y croient, parce que c'est la religion. Ça aussi, il faut déconstruire certaines, disons, pensées qu'on leur a fait croire depuis qu'elles sont toutes petites et tout. C'est pas facile parce que, vous savez, changer les mentalités, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Changer les mentalités, c'est ce qu'il y a de plus difficile et c'est ce qui nous arrive au niveau du Sénégal. Il faut déconstruire certaines considérations, certaines habitudes, certaines attitudes. Et je pense que ça va être un travail assez long, mais je pense qu'on peut y arriver. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé dans les attitudes, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi bien au niveau urbain, je dis bien qu'au niveau rural. Parce que là, pendant un moment, ça a été pour ceux qui étaient un peu contre l'émancipation des femmes de faire cette distinction entre femmes urbaines et femmes rurales. Et quand nous avons vu ça, on a travailler sur ça, en allant vers les femmes rurales, en leur parlant, en leur faisant connaître quels étaient leurs droits. Et vous voyez l'évolution qu'il y a actuellement à ce niveau-là, où elles sont vraiment responsables. Et le fait, je le disais toujours, que, vous savez, quand on parle d'intellectuel, je dis la femme rurale est une intellectuelle. Parce que qu'est-ce que être intellectuel, c'est comprendre. Savoir la capacité de pouvoir comprendre, de pouvoir trouver des solutions à des problèmes qui nous concernent. Et je pense que les femmes rurales, dans leur milieu, sont en mesure de le faire. Exactement. Alors il ne faut pas faire cette distinction entre intellectuels et femmes qui sont allées à l'école et qui sont des lettrés, en quelque sorte. C'est une génération, je pense, qui est là, qui doit être formée. Parce que c'est important la formation. Nous avons été formés par celles qui étaient avant nous. Et là, je pense qu'il faut rendre hommage aux premières pionnières. Ce sont les femmes de l'école Germaine Le Goff, qui a fait vraiment sortir de toute façon, non seulement au niveau du Sénégal, mais de l'Afrique de l'Ouest, les premières pionnières dans le domaine de l'émancipation des femmes. Parce qu'elles étaient dans toute la sous-région. Je peux citer celles comme Annette Baïderneville ou Libata Badia, je peux citer Caroline Diop, je peux citer Caroline Diop, je peux citer Madeleine Soin, il y a vraiment un nombre, aussi bien celles qui sont passées par là que du point de vue politique, les autres qui, par exemple, comme Rose Basse, comme Aram Diène, qui n'était pas lettrée, mais qui franchement a fait des choses, celles qu'on appelle les mamas de l'indépendance, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc c'est quelque chose, je pense, d'exceptionnel. Donc ces femmes-là sont des modèles, et je pense que la nouvelle génération doit comprendre que tout comme nous, elles doivent être à côté de nous, travailler avec nous pour pouvoir prendre la relève. Parce que nous avons pris une relève. On a été formés, on a travaillé à côté de nos aînés qui nous ont transmis le flambeau. Nous, c'était nos mères, que nous-mêmes, nous avons transmis à une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération-là va la transmettre à d'autres. Donc, il est important que lorsque nous devons faire ça, nous puissions être conscientes que celles qui vont nous remplacer pourront porter plus haut le flambeau que nous l'avons porté. Et quelquefois, on dit qu'il y a des conflits de génération. Moi, je dis qu'il ne peut pas y avoir de conflits de génération. Parce que, vous savez, chacun joue sa partition. Et depuis, je pense, après les indépendances, où il y a eu justement ce commencement de mouvement très fort des femmes, même un peu avant, les choses se sont passées de façon purement naturelle. On vient, on joue sa partition, on fait ce qu'on a à faire pour que les femmes puissent accéder à leurs droits les plus fondamentaux. Et lorsque nous ne pouvons plus, nous passons le flambeau à d'autres qui, elles aussi, feront la même chose. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et quand je prends l'exemple, par exemple,
quand je prends l'exemple, par exemple, de l'AJS, l'Association des juristes sénégalaises, nous avons ici un vivier de jeunes qui sont extraordinaires. Alors, moi, chaque fois d'ailleurs, je me dis Tata Dior, là, je dis non, Tata Dior, elle va bientôt partir. Parce que Tata Dior, elle se rend compte que maintenant, la relève est là, elle est assurée. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais de plus en plus, bon, on y va, on est sur le terrain. Moi, je leur dis, nous sommes à l'arrière-garde. Nous sommes l'arrière-garde, on est là, vous êtes en avant, vous y allez. Lorsqu'il faut qu'on vienne à l'avant-garde, avec vous, on vient. Et s'il y a des combats où il faut vraiment une certaine expérience et tout, nous les mènerons à côté de vous et avec vous. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très bien compris. Et à l'heure actuelle, moi, je suis vraiment très fière par rapport aux jeunes que nous avons au niveau de l'AJS, de voir le travail considérable qu'elles font. Elles se lancent de plus en plus au devant de la scène. Elles interviennent à la télé, sur le terrain, pour la sensibilisation. Vous avez les boutiques de droit où ils font de l'assistance. Mais vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on peut se dire que la relève est vraiment assurée. Par contre, ce que je reproche à la jeune génération, moi, c'est le courage. Parce que je crois que, vous savez, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Par exemple, je prendrai il y en a un, c'est pas tout le temps, mais dans la majorité, les gens sont toujours d'accord pour telle chose, mais quand il y a des problèmes sensibles et délicats, ils n'osent pas aller au front. Et c'est ça le problème. Par exemple, je prends le problème de l'avortement médicalisé. C'est un problème. Actuellement, nous sommes en train de nous battre pour justement que l'article 14 du protocole de Maputo soit appliqué, mais vous avez très peu de personnes qui pourtant adhèrent entièrement à cette cause, mais qui iront devant la télé pour parler de ce problème-là, affronter des personnes qui sont contre, ou même des religieux, pour ça. Alors, il y en a très peu. Il y en a, effectivement, mais il y en a très peu. Et justement, là, nous sommes en train de les former pour ça, en leur disant que c'est bien beau d'être d'accord, mais il faut aller montrer devant le public que vous êtes d'accord pour ça. Et je pense qu'il faut, à ce niveau-là aussi, qu'elles s'engagent. Alors, la jeune génération, il y en a. Moi, j'en connais qui sont des battantes, que vraiment j'admire beaucoup. Elles sont jeunes, elles ont le courage et tout. Et je crois, par exemple, je peux parler de Aïda Niang. Je ne sais pas si vous connaissez une certaine Aïda Niang. Je peux parler de Mariam Soda Ndiaye, qui est maintenant députée à l'Assemblée. Bon, ce sont ça ne m'étonne pas, parce que ce sont des jeunes filles qui ont eu vraiment à se battre et que j'ai eu à suivre dans plusieurs circonstances. Alors, je pense que il y a un problème, et ce qui manque aussi, je crois, peut-être, c'est une méthodologie peut-être d'action, de mettre en place des stratégies d'action et de suivi. Parce que souvent, c'est tout feu, tout flamme, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de, disons, des sittings, des trucs, mais puis d'après, ça, c'est un peu le problème. Mais il y a quand même un engagement, il faut le dire, des jeunes par rapport à ces problèmes liés aux droits humains des femmes. Et je voudrais dire que ce n'est pas aussi simplement aussi une question de femmes. Ça concerne aussi les hommes. Je pense que c'est ce qui est important, c'est de plus en plus que les hommes soient impliqués. Et on a vu qu'il y avait des hommes qui avaient même créé des associations d'hommes, par exemple comme Daoud Diop, qui a créé l'association genre pour la défense des femmes. Il y en a d'autres qui de plus en plus se manifestent. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est pouvoir faire adhérer à votre cause le maximum de personnes. Et je crois que les hommes ne peuvent pas ne pas y adhérer. Parce que, vous savez, permettre aux femmes d'exercer leurs droits, c'est un problème de développement. Parce que vous ne pouvez pas mettre hors du développement la moitié de la population. La démocratie non plus n'aurait qu'à y perdre. Si on ne le faisait pas, dans la mesure où j'ai l'habitude de dire que les deux piliers qui sous-tendent une démocratie, ce qui sous-tend la démocratie, c'est le peuple. Mais les deux piliers
qui le sous-tendent, c'est les hommes, sont les hommes et les femmes. Et lorsqu'il n'y a pas d'équilibre entre les deux, vous n'avez pas de réalité, de réelle démocratie. J'appelle ça une démocratie bancale. À une réunion où je disais, écoutez, le problème de la loi sur la criminalisation du viol, il faut dire que déjà c'est un acquis. La loi est là, il faut l'appliquer. Dura lex, comme on dit, sed lex. Donc on doit l'appliquer. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il faut bien l'appliquer. Et pour bien l'appliquer, il faudra des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement commencent par une vulgarisation importante de cette loi-là. Parce que on dit souvent nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est pas vrai. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Il faudrait que dans tous les domaines, au niveau de toutes les régions, au niveau du Sénégal le plus profond, les gens puissent savoir ce que c'est que cette loi, son contenu. Parce que vous ne pouvez pas comprendre une loi si vous ne connaissez pas son contenu. Et vous ne pouvez même pas appliquer une loi si vous ne connaissez pas non plus son contenu. Donc je pense que ça, c'est la vulgarisation de la loi s'impose. Elle s'impose et à tous les niveaux. Et pour ça, je crois qu'il faut qu'on commence aussi à comprendre que les gens ne pourront comprendre que si ça se fait aussi dans les langues nationales. Cela, c'est extrêmement important parce que, bon, j'avais des gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas le français. Et je pense que de plus en plus, il faut que ça se fasse à ce niveau-là. Il faut qu'on utilise aussi de plus en plus les réseaux sociaux, qu'on utilise aussi les radios communautaires, qui font de l'excellent travail et qui peuvent, dans les différentes langues nationales retenues, pouvoir diffuser un peu l'information. Alors, il y a ça, il y a ensuite des mesures qui doivent être prises au niveau de l'administration de la justice pour que les dossiers, parce que ça va être des informations, des instructions devant le juge d'instruction qui peuvent durer. Il faudrait quand même qu'on puisse voir comment faire pour qu'il n'y ait pas de blocage ni d'engorgement des cabinets d'instruction. Et là, c'est un problème d'administration de la justice. Il faut pouvoir recruter beaucoup plus de magistrats. Il va falloir pouvoir aussi organiser les cabinets d'instruction, parce que c'est bien beau de dire oui, mais il faut que les juges aussi s'organisent, travaillent, voir comment faire pour qu'ils ne soient pas débordés par les dossiers. Mais, comme je le disais, il faut penser aussi à recruter beaucoup plus de magistrats et les mettre dans des conditions telles qu'ils puissent faire le travail qui leur est demandé. Alors, il y a ça qui est important. Il faut aussi faire un suivi de l'application de la loi. Comment la loi est appliquée? Est-ce que les dispositions pénales, telles qu'elles sont, disons, élaborées dans la loi pénale, sont effectivement suivies? Parce que ce qui s'était passé avec la loi de 1999 qui avait changé la loi de 65, c'est que l'article 320 ancien n'était pas appliqué comme il le fallait. Franchement, la JS a eu à faire une étude sur les différentes, peines prononcées par les juridictions, mais c'était incroyable. Donc je pense que là aussi, il faut faire attention à ce que les peines soient appliquées. Donc il y a toute une série de mesures d'accompagnement qui doivent intervenir, et aussi par rapport à la victime, parce qu'on a beaucoup tendance à penser à l'auteur, mais quid de la victime? Vous n'avez pas de structure pour la prise en charge des victimes au Sénégal, sauf la Maison Rose, qui est gérée par Mona Chassero, et le Centre Guindi, qui est un peu sous la coupe du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance. Donc, tout ça, je crois qu'il faut y penser. Le président avait même promis, lorsqu'il promulguait la loi, de pouvoir créer un centre pour la prise en charge des victimes. Parce que vous savez, on pense beaucoup à l'auteur du viol en disant oui, il va être en prison, il va rester longtemps. Mais la victime, elle a toute sa vie détruite. Parce que le viol, c'est la destruction d'une vie humaine. Je tiens à le répéter. Et ce n'est que justice si c'est criminalisé, parce que c'est un crime. C'est un véritable crime. Parce que, vous savez, il y a des filles qui se suicident, il y en a qui se
prostituent, il y en a qui sont marginalisés, il y en a qui ne peuvent plus avoir de rapport, il y en a qui ne peuvent plus se marier, mais il y en a qui franchement, qui deviennent, qui perdent l'esprit. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors je crois que tout ça, il faut qu'on voit comment faire pour éviter tout cela et comment pour les reconstruire, parce que c'est une véritable reconstruction qu'on doit faire, et pour les assister. Alors je crois que pour moi, la loi, elle est là. Bon, beaucoup disent, oui, mais vous savez, il y a une recrudescence des viols, on voit que ça n'a pas cessé. La loi vient d'être promulguée, elle a été publiée le 13 janvier 2020. Il y a eu des cas. Maintenant, il faut voir le suivi, comment vont être suivis ces cas-là, qu'est-ce qui va se faire, parce qu'il faut une instruction. Exactement. Et l'instruction, c'est au juge d'instruction de le faire. Il a tous les moyens pour pouvoir le faire. Il a tout le temps, qu'il n'en prenne pas trop quand même, pour pouvoir donc se faire une idée et donc, selon son intime conviction, dire si effectivement la personne est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés. Alors, il faut que les gens comprennent aussi que c'est pas parce que il y a la criminalisation du viol, parce que quelqu'un dit c'est cette personne qui m'a violée, que tout de suite, automatiquement. Alors, et pour que la loi aussi, qu'on permette aussi que les éléments de preuve soient à la disposition peut-être du juge, il faut quand même qu'on tienne compte aussi du prix du certificat médical. Il y a des personnes qui ne peuvent pas obtenir ce certificat médical-là. Il serait bon que dans certains cas, ça puisse être gratuit. Le certificat médical pour permettre aussi quand même que les victimes puissent se prévaloir, se prémunir de ces éléments de preuve qui sont nécessaires.